Effectivement, sur le bourbier. Va falloir commencer bientôt parce que c'est très perturbant de voir sa photo pendant plusieurs minutes. Allez, pour faire plaisir à Sylvain, je vais officiellement lancer ce bourbier et comme d'hab, je vais faire la petite intro réglementaire pour voilà, chauffer un peu l'ambiance et derrière passer la main à Sylvain. Alors, bon, déjà, comme d'habitude, hein, très heureux de vous accueillir pour cette désormais 26e édition du bourbier, donc ça commence à faire. Pour rapidement me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Benoît Rosier, je suis cofondateur et CPO d'Advisory. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du product management et voilà, je suis très heureux d'être animateur de ces bourbiers. Alors pour ceux qui découvrent le concept du bourbier, le bourbier c'est une instance un peu particulière où l'idée c'est de témoigner de nos galères respectives parce que oui, on va pas se voiler la face, hein. Dans le monde du produit, on a tous connu des très belles galères. Et bon, c'est ça qui est plutôt cool avec le bourbier, c'est que on apprend également des galères des autres. Donc, bon, rapidement pour donner quelques éléments sur Advisory pour ceux qui ne nous connaissent pas, Advisory, donc voilà, on organise des bourbiers avec Advisory. Donc Advisory, c'est une agence conseil dédiée au product management. On accompagne nos clients sur différents volets, hein, le volet du product management bien évidemment, mais aussi du product design, du product engineering, de la transfo produit, et on fait également beaucoup de formation produit. Hein. Si vous souhaitez éviter des futurs potentiels bourbiers demain, n'hésitez pas à passer par le campus, d'autant plus qu'on a une très belle plateforme qui s'appelle productcampus.com, qui est la première plateforme 100% en ligne et francophone dédiée aux produits. Donc voilà, normalement, vous devriez trouver les formations qui vous intéressent. Alors, pour présenter un petit peu Sylvain, hein, qui va nous présenter le cas Shutterstock et le sujet du replatforming. Donc, on a beaucoup de chance d'accueillir Sylvain aujourd'hui. Sylvain qui est CPO de Payfit, mais qui va nous parler de Shutterstock et d'une expérience un peu antérieure. Donc Sylvain, tu as un super parcours, tu vas nous dire tout ça, hein, mais dans le monde du produit, ça fait presque 20 ans que tu bosses sur des produits digitaux, tu es passé par plein de super boîtes, tu as bossé chez SoundCloud, tu as bossé chez Shutterstock, chez Yale Street, désormais Payfit, et tu as bossé voilà, dans pas mal de pays différents, tu as bossé en France bien évidemment, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, donc voilà, très content de t'accueillir, hâte de découvrir ce bourbier avec toi. Et bah écoute, je te laisse la parole et compléter cette première présentation. Ouais, et hésitez pas hein, à poser, à la fois à m'interrompre ou alors mettre des questions dans le chat, comme ça je peux éventuellement les lire rapidement et réagir. Très content de pouvoir partager un retour d'expérience. Et je me suis dit, bon, on est dans une phase après 10 ans de croissance, tout le monde poste ses succès sur LinkedIn, Twitter et autres plateformes. Et puis en fait, les dessous des succès, on en parle rarement. Le contexte est toujours important dans chaque partage d'expérience. Et le sujet du replatforming, on est souvent, je pense j'espère que ça vous parlera. Il y a toujours un moment, une phase dans une boîte tech où on se pose la question de est-ce qu'on est à un niveau d'aide technique ou de replatforming nécessaire où il faut soit tout reconstruire, soit reconstruire progressivement, quelle partie, comment on le fait, avec sur ces sujets-là, c'est on va dire souvent des périodes beaucoup plus longues qu'on ne le pense, semées d'embûches. C'est beaucoup pour pas paraphraser Churchill, c'est beaucoup de sweat, blood and tears, ok. Et finalement, on en parle peu et du coup, je me suis dit que c'était intéressant. Euh, Super pour sujet. Ouais, vas-y, pardon, Sylvain. Non, non, vas-y Ouais, si tu veux peut-être me. juste une question avant de rentrer dans le dur du replatforming. Une question que je voulais te poser par rapport à ton parcours personnel, parce que bon, Shutterstock, c'était à New York, hein, c'est ça? Mhm. Peut-être une question, parce que souvent on a un peu un complexe d'infériorité en France quand on fait du product management. On se dit souvent,
Bon, bah, c'est l'effet Silicon Valley. Aux États-Unis, ils font les choses beaucoup mieux que nous et construisent des produits beaucoup mieux que nous. Toi qui as beaucoup bossé aux États-Unis et qui maintenant est revenu en France et qui bosse chez Payfit, c'est quoi ta vision des choses là-dessus? Ouais, c'est vrai que je suis rentré il y a à peu près un an en France. Moi, j'ai bossé que de 3 ans, au tout début de ma carrière en France. Puis dans un grand groupe, j'étais pas encore dans le produit, ça n'existait pas vraiment. Donc je suis rentré après 15 ans à l'étranger. Bon, c'est un sujet sur lequel on m'interroge beaucoup. Pour la faire très très court, le contexte est important. Quel que soit le sentiment d'infériorité, de supériorité, etc., il y a une chose qui impacte beaucoup de choses, c'est la taille de l'écosystème et l'historique. Donc, évidemment que se comparer à la Silicon Valley, qui est un écosystème qui existe depuis 40 ans et qui est 100 voire 200 fois plus gros, bah, c'est pas pareil. Ok. Mais pour donner le parallèle, moi j'ai travaillé 8 ans à New York. L'écosystème de New York tech existait peu. C'est maintenant certainement le deuxième écosystème mondial après celui de la Silicon Valley. Donc, un, c'est possible de créer un écosystème. Deux, l'écosystème se crée avec l'histoire. Et là, c'est le rôle des premières créations, des deuxièmes founders, etc. C'est l'arrivée des VC, etc. Donc ça, je ne vais pas refaire l'histoire. Et je pense que l'Europe et notamment la France et Paris ont fait beaucoup de progrès dans les 5-10 dernières années. Et c'est assez récent. Et après, je dirais que la deuxième grosse différence, c'est les différences quand même culturelles qui sont très prégnantes. Hmm. Il faut qu'on se pousse un peu en tant que, je pense, français, sans faire des généralités, culture de prise de risque, de décision rapide. C'est bien de discuter, c'est bien de faire des prêts, mais au bout d'un moment, moi, je dis toujours à mes équipes, la mesure du succès dans le produit, c'est à quelle vitesse on apprend. Ok. Hmm. Vous pouvez faire 10 A/B tests, il y en a de toute façon 8 ou 9 qui seront pas conclusifs. Donc le sujet, c'est how to learn as fast as possible. Hmm. Euh, donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet. Et du coup, je pense que les grosses différences se font encore un petit peu et selon les secteurs, c'est très différent aussi. Parce que c'est pas monolithique aussi. Toutes les boîtes sont pas parfaites aux US. Ça, c'est vraiment, toutes les boîtes sont pas à la ramasse en France. Enfin, faut arrêter les Hmm. généralités. Mais deux axes, à mon avis, de développement, culture business et culture data. Moi, c'est les deux grosses différences que je vois. Au-delà du rythme, qui est encore un peu plus rapide, je pense, côté US. Mais on voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, notamment à Paris. Hmm. Le rythme, ça peut se rattraper. Mais culture business et data, j'insisterai sur ces deux éléments-là. Hmm. Ultra intéressant. Merci. Bah écoute, maintenant on va rentrer dans le dur du replatforming. Ouais. Ouais, donc je vous explique un tout petit peu, je vous donne un tout petit peu de contexte. Je vais pas, l'objectif, c'est pas de dire tous les slides, il y en a très peu, c'est de passer du temps d'ailleurs sur plus le partage d'expérience, mais je pense que le contexte est important. Shutterstock, c'est une boîte qui a été créée par un mec assez génial, John Oringer, en 2003, qui est d'ailleurs la première boîte de tech unicorn à New York à l'époque et qui se cote en bourse en 2012. Un truc hyper important, c'est 60% des revenus, c'est B2C, donc vraiment self-service, hein, et 40% B2B, donc lead par les sales. Donc des boîtes comme ça, il y en a assez peu qui ont dès le départ construit deux canaux de distribution, mais du coup avec des complémentarités, évidemment des problèmes, des batailles sur des plateformes différentes. C'est une boîte qui a beaucoup essayé de développer le multiproduit en interne et qui a très souvent en complément fait des acquisitions à l'extérieur, sans jamais les intégrer. Donc ça, je vous en parlerai. Il y a dans le contexte plus à la fois produit et business, vraiment, c'est quelque chose de très transactionnel. À l'origine, j'achète sur Shutterstock une image quand j'en ai besoin, une vidéo, etc. Mais en fait, depuis quelques années, c'est quand même l'évolution vers l'abonnement et les packages. Ok. Un truc ultra important sur la partie replatforming, c'est certainement une, enfin, en tout cas celle que je connais, une des boîtes dans le top 50 mondial sur la partie SEO, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'y étais, c'était 2 milliards de pages, 50% du trafic en direct and SEO, donc une grosse dépendance à l'optimisation SEO et évidemment au changement d'algo Google, et une boîte qui faisait de l'argent, hein. Donc le sujet du replatforming, c'est pas du tout on est en difficulté, etc. C'est comment augmenter la croissance du chiffre d'affaires et ça peut en faire rêver certains, y compris moi maintenant, comment passer de 10% de marge d'EBITDA net à 20-25. Okay. Donc c'est une boîte qui crache de l'argent tous les jours.
mais c'est juste qu'on veut en gagner Mhm. plus. Ok. Et dans le contexte replatforming, c'est une boîte qui a quand même essayé, puisque là je vous parle, c'est en 2017, donc il y a une boîte qui a 14 ans. Euh, Ça a déjà été essayé plusieurs fois et ça a toujours été abandonné pour différentes raisons. Et là, on se dit, non mais il y a l'évolution, on est parti de l'image, mais en fait, le multi-objet et notamment la montée de la vidéo et un peu moins de la musique font que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Cette fois, il faut vraiment qu'on essaye dur. Cette fois, il faut vraiment qu'on y arrive. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Ok. Tu te souviens pourquoi ça avait été abandonné, justement, ce sujet de replatforming avant que vous vous lanciez vous? Ouais. Alors, il y a plusieurs raisons, mais je dirais qu'une des raisons majeures, c'est une boîte qui était très business, hein, au-delà d'être cotée en bourse, vraiment, c'est du e-commerce opérationnel à la seconde. Et du coup, le temps long n'est pas un horizon habituel. Or, le replatforming, ça prend du temps, euh, 2 à 3 ans, Hmm. je dirais, pour beaucoup de sujets. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu même sur un horizon de temps qui était 6 12 mois, bah, au bout d'un moment, ça avance pas assez vite, ou alors les chiffres montrent pas le bénéfice à court terme assez vite, et en gros, on s'arrête. Je simplifie énormément, mais c'est une des raisons principales. Hmm. Mais du coup, ce que je vous dis, c'est que euh, je pourrais vous expliquer que ça a marché cette fois-ci parce qu'on est géniaux, et puis je vais vous expliquer aussi tout ce qui n'a pas marché. Mais c'est aussi important de vous dire que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a marché, c'est qu'en fait, il y a toujours des apprentissages et des choses qui ont quand même été faites les 2 premières fois, Hmm. même si ça a échoué, qui nous ont aidés. Hmm. Ok, ça, je vous le partagerai. Ok, super clair. Alors ça, c'est magnifique et c'est très organisé, et pourtant c'est compliqué, mais ça vous montre l'espace dans lequel on est. On a à peu près, sans vous donner tous les détails, 6-7 marques différentes, des big stocks, des free stocks que vous voyez en bas, premium beat, des acquisitions, une politique de marque pas du tout alignée. Vous voyez que des fois il y a big stock, ensuite il y a premium beat, buy Shutterstock, etc. Et vous avez image, vidéo, musique, qui est le triptyque d'un point de vue format, objet. Vidéo, ça a été monté suite à une acquisition. Musique, suite à une acquisition. Et on a même 2 sites musique. On a Shutterstock Music et on a Premium Beat. Ok. Et donc j'arrive en tant que, alors à l'époque, General Manager musique et vidéo. En plus, c'était bureau de Montréal, dont j'avais la responsabilité. Et en fait, c'est des équipes c'était une acquisition donc, qui a vraiment bien marché de Premium Beats, qui était une boîte de 15 personnes à Montréal, qui a grossi. Et en fait, au final, on donne la responsabilité à la fois de toute la musique, y compris de Shutterstock Music qui n'a pas marché en historique, et de la vidéo à l'équipe suite à l'acquisition, qui évidemment grossit, etc. On parle de à peu près 120-130 personnes, okay, sur ces sujets-là. Et là, on se dit, OK, comment on commence le sujet replatforming, parce qu'on en a parlé pendant longtemps. Et par rapport à ce cadre-là, ce qui est important, c'est on se dit, OK, l'objectif ultime, c'est même pas d'avoir 100% des marques et des canaux de distribution sur la même plateforme. Ça, c'est hyper important aussi. On fait des choix dès le départ. On se dit, bon, peut-être que l'objectif ultime à X années qu'on n'est pas capable de modéliser aujourd'hui, ça le sera. Mais on exclut d'emblée quelques éléments en disant, par exemple, bah, il y a des marques sur lesquelles le coût de coordination, le coût d'alignement, etc. n'est pas nécessaire. On veut, pour des raisons business, garder des marques différentes. Donc, Big Stock, Free Stock, on dit, on utilisera quelques composants, euh, mais, euh, mais ça ne sera pas sur la même plateforme. Deuxième élément de décision clé, par rapport, vous vous souvenez, au 60% B2C, 40% B2B, on se dit, OK, on va commencer par le B2C. Les problématiques de replatforming en B2B sont pas plus compliquées, mais elles impliquent beaucoup plus de changements, de conduite du changement et de culture sur des outils internes. Donc, on a une interface admin avec des processus sales un peu compliqués. Et on se dit, on va d'abord montrer et stabiliser ça, et ensuite on changera les pratiques. Donc ça, c'est hyper important. Euh, Hmm. Si tu passes au prochain, peut-être. Et peut-être juste Ouais. là, une question pour que les gens se rendent bien compte.
L'enjeu de replatforming, là, du coup, il concerne à peu près, hein, mais combien d'équipes produits, combien de personnes dans l'organisation? Ouais, à l'époque, on parle de allez, 300. J'avais 20 designers, 30 PM, et on avait à peu près 250 ingés, je dirais 210, 220 en product engineering, le reste en infra. Donc on parle de 300 personnes à peu près. Ok. Et je dirais, à part on avait à peu près 25 squads, ouais, peut-être 22-25. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui ne sont pas concernés par ce sujet. Tous les autres le sont. Hmm. Ouais, donc À des degrés divers, mais c'est énorme c'est comme énorme. projet. Par Et du contre, coup, par ouais, contre, d'un point de vue, ça c'est important, d'un point de vue phasing, on commence avec en gros 4-5 squads. d'accord. Donc on commence en disant, on commence par vidéo et musique, pour une raison très très simple. Un, il y a eu des échecs avant, on veut montrer qu'on peut faire du multi-objet déjà sur un truc qui est très très Hmm. lié, musique et vidéo, premier sujet. Deuxième, on protège ce qui reste quand même le core business, image, qui fait à l'époque. Donc vidéo et musique, quand je reprends le truc, c'est 100 millions de dollars de revenus, mais sur 550 au total. Donc Hmm. l'image, c'est 400 millions. Et on se dit, Hmm. on migrera d'abord vidéo et musique, et ensuite image. Okay. Ok. Et c'est Ouais. comme ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Ok. Donc on est parti à 4 squads et au final 20 squads sur le sujet. Ok. Ok. Et Super. c'est un changement, tout le stack front-end, une partie du back, design system unique, Hmm. avec des composants et de la standardisation. Donc c'est un gros changement aussi de pratique. Et monorepo, donc on est vraiment sur une logique de travail aussi Hmm. et de culture côté dev qui est fondamentalement différente. Hmm. Et on en parlera aussi un petit peu à la fin de cette présentation, mais bon là ça concerne beaucoup de personnes, il y a un enjeu humain et du coup effectivement une stratégie de change management à avoir. Là effectivement, bon tu nous dis voilà on commence avec quelques équipes et puis après on élargit. Est-ce que tu as d'autres types comme ça qui te paraissent intéressants, je sais pas, des tactiques de communication, de collaboration, de gestion de projet, enfin qui font que justement tu arrives à embarquer progressivement un collectif très large sur des sujets de replateau. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, si on a le temps, je pourrais éventuellement la montrer. On a fait, alors, un des trucs qu'on a fait, mais qui est assez marquant, et ça, vraiment avec l'équipe design, donc ça peut peut-être parler à beaucoup des gens qui nous écoutent. En fait, au bout d'un moment, euh, au début, tu présentes la vision, les détails, etc., mais ça reste quand même relativement high level du type, Hmm. oui, on aimerait bien avoir un panier multi-objet. Donc ça, tout le monde comprend. Les gens arrivent à vraiment Hmm. comprendre, se projeter. Ah oui, aujourd'hui, je peux avoir Ouais. qu'un panier image, qu'un panier vidéo. Ok, donc il y a des trucs que tout le monde comprend. Mais comme ça arrive pas tout de suite et ça met longtemps, les gens s'épuisent. Donc ça, c'est le risque d'épuisement. Et donc là, il faut réfléchir à des stratégies de com un peu différentes avec des milestones. Et un truc qu'on fait, c'est on fait on fait une vidéo en plusieurs versions, mais en gros un 3 minutes et un 10 minutes sur lequel les équipes design ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce que ça peut être à moyen terme et surtout qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire à long terme, focalisé côté client sur voilà l'expérience de demain. Et on n'a pas nécessairement tout fait évidemment aussi vite et aussi bien que ce qui était dans la vidéo, mais ça, on a beaucoup beaucoup communiqué Hmm. en interne. Et là, c'était 100% 100% de la boîte. Hein. C'est une boîte de 1000 personnes à l'époque. Euh, c'est une boîte où on fait des démos produits toutes les 2 semaines, ouverts à toute la boîte. Hmm. Et comme on a un CEO qui est ultra produit, il dit à tout le monde de show up. Et donc, on avait une équipe de sales de 300 personnes. Il y avait 150 personnes de sales qui étaient là. Okay, donc, ça, c'était un truc un peu top-down, mais assez important parce que bah, il y a un partage toutes les 2 semaines sur un moment, c'est 1 heure. C'est 1 heure, hein, ça j'encourage les gens aussi à comprendre. 25 squads, 1 heure de démo, et on y arrive. On fait ça toutes les 2 semaines et ça aide. Mais la vidéo, j'en parle parce que c'est un truc que j'ai gardé. Je garde très très peu de documents de précédente boîte. Et enfin, si on a le temps, je la montrerai. Carrément. Carrément.
Alors ça, c'est juste hyper rapide parce que je pense qu'on parle quand même au final, de replatforming, mais aussi d'expérience utilisateur et notamment nouveau design system. Alors, vous voyez pas la différence. Alors, les trois premiers, c'est sur. J'ai exagéré un peu le trait parce qu'en fait, ça change peu. Il y a une barre de recherche au milieu sur un objet uniquement image. Il faut pas oublier que c'est un détail, mais c'est Shutterstock.com. Okay, donc Shutterstock.com qui est multi-produit, en fait, c'est image. Donc c'est un gros problème. Et à droite, c'est la première version avec le nouveau stack et le nouveau design system sur, OK, en fait, la recherche est un élément clé, oui, mais c'est le highlight, c'est le héros. Vous pouvez aussi voir, à l'époque, on faisait du computer vision, on était assez avancé, donc aussi recherche par computer vision, mais on fait du multi-objet. Et ensuite, beaucoup plus d'espace d'éditoriaux pour essayer à la fois de balancer la partie recherche, multi-objet, et la partie découverte, incentives et aussi packaging, puisqu'on a l'évolution vers l'abonnement dont je vous ai parlé. Donc, je vais juste vous montrer ça hyper rapidement. Hmm. Euh, Si tu peux peut-être, ouais, juste le slide après. Euh, et petit rappel, on a plein d'objectifs et ça fait partie de la partie communication. On essaie de créer aussi des matériaux et de répéter hein, dans ces phases. Il y a une partie, c'est bien communiquer, mais en fait, c'est surtout sur la durée. En fait, les phases de replatforming, c'est long. Quand c'est long, on épuise les gens. Et il y a des gens, c'est comme un tunnel. Des fois, on se dit, je croyais que la lumière, elle arrivait avant, et là, je perds confiance. Donc, il y a un mécanisme vraiment de répétition assez important, et aussi de nouveaux canaux de communication moyens. Mais bon, sur la partie efficacité, tout le monde comprend, et là, c'est plus sur la partie efficacité tech, innovation, parce qu'on est à un point où, en fait, si on veut faire des trucs sympas, ils sont tous multi-objets, ils sont tous. Et là, si on fait un changement sur le site image, faut le faire 10 fois sur les 10 sites différents. Enfin, c'est problématique. Sur la partie breaking silos, bon, ça c'est hyper important aussi, y compris l'onboarding. Donc là, c'est vraiment là, je rentre dans la partie plus produit et tech. Euh, je sais pas si ça parle à des gens, mais quand vous avez plusieurs équipes qui ont toujours travaillé de manière indépendante, en fait, vous changez les gens. Les gens changent très peu d'équipe. Et puis quand ils changent d'équipe, en fait, ils ont encore 3 mois d'onboarding. Donc il y a un coût pour le système qui est énorme. Hmm. Euh, et ensuite, on se dit, bon, en fait, on a on a un trafic de fou. On a un gros site sur Internet. On a, ce que je l'ai dit, 50% de direct and SEO traffic. Et en fait, on a plein d'indicateurs. On a une base de clients depuis 15 ans sur l'image, sur lesquels on peut faire de l'upsell vidéo et musique. Et comme c'est des sites différents, c'est hyper compliqué à faire. Alors, et là, tout le monde se dit, bon, c'est excitant d'un point de vue produit et tech et design, et il y a une grosse opportunité business. Donc, on essaie toujours de choisir quelques éléments. Donc là, je vous ai pris un exemple hyper concret. Euh, Si tu vas à la prochaine, pour rentrer un Et peu dans le... Ouais, peut-être juste sur la partie justement objectif, parce que bon, de ce que je comprends, effectivement, il y avait différents objectifs, des enjeux de performance, de réduction de coûts, peut-être aussi de scalabilité, peut-être aussi de sécurité. Du coup, si tu devais prioriser vraiment l'objectif principal qui a fait que vous êtes lancé dans ce plateau, tu parlais tout à l'heure des bidas, c'est quoi? C'est business et d'autres enjeux ou c'était quoi les trucs alors, vraiment business, c'est vraiment croissance de revenus et EBITDA, ouais. parce que si on fait de l'upsell et du multi-objet, on arrivera à faire Hmm. du meilleur packaging, etc. Il faut qu'on ait la tech et le site qui délivre cette expérience. Le deuxième sujet, c'est ayons un système qui est quand même plus moderne, qu'on n'a pas touché depuis longtemps, qui soit à la fois qui donne des capacités de vélocité, d'innovation et de bouger plus vite, et qui soit aussi plus sexy pour les gens qu'on recrute et qu'on onboard. C'est vraiment ces deux sujets principaux, au sens, comme beaucoup de boîtes, au bout d'un moment, tu as fait des trucs bien dans le passé, mais tu es bloqué et tu sens un poids où tu te dis, bah là, j'ai plus de vélocité, j'y arrive plus, alors que les Hmm. gens sont bons, il y a des efforts qui sont faits, etc. Il faut juste changer les règles du jeu.
Ok, ok, ça marche. Je pose beaucoup de questions à Sylvain parce que bon, c'est voilà, extrêmement passionnant, hein, tout ce qu'il nous raconte. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas également à utiliser soit le module questions, soit bon, si vous souhaitez le module chat pour nous poser vos questions, bien évidemment. Et donc là, justement, on va arriver un petit peu à la slide récapitulative, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, qui va être assez riche d'enseignements, je pense, Sylvain. Ouais, et puis là, je rentre un peu plus dans le détail, donc je vais vraiment prendre du temps sur ce slide et le slide après, et puis vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on arrive à migrer le site, je vous l'ai fait court évidemment, à migrer le site vidéo. Je vous dis, vidéo à l'époque, c'est peut-être allez, 80 millions de dollars, ça marche, etc. On a vraiment, je pense, réussi le buy-in sur le nouveau design system. On a préparé aussi le reste des équipes. Euh, on a réussi plus ou moins, et ça je vous en parlerai aussi sur ce qui n'a pas marché, le changement vers le monorepo, mais c'est plus simple au départ parce qu'on a, je vous dis, on est passé de 4 à 5 équipes à, là quand je vous parle de ça, 10 équipes, on n'est pas encore à tout le monde, puisqu'on n'a pas encore fait la partie image, etc. On a réussi plus ou moins le rollout, qui est ultra compliqué. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui sont hyper pointus sur la partie SEO. Le site vidéo à l'époque, c'est ouais, peut-être allez, 100 millions de pages. Euh, et donc, avec des changements d'algo, Google, dont un assez critique pendant cette période de migration. Donc ça, c'est toujours hyper dur parce que euh, personne n'est devin et en même temps, les changements d'algo, ça peut impacter beaucoup de choses. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire hyper attention sur l'approche de rollout, de mise en prod, sur l'aspect analytique, stats, etc. Et on est là vraiment dans un contexte où on fait vraiment du business. On a une boîte côté qui rend des comptes tous les 3 mois, qui est publique, qui fait de l'argent. Et donc, ça se voit assez rapidement quand le rythme de croissance décélère. Euh, et j'ai choisi d'être assez, j'espère, honnête. Et là, on se dit, bon, ben voilà, on avait embarqué les équipes avant, mais maintenant, on s'attaque. On a réussi un premier succès. Mais en fait, là encore une fois, on n'a pas fait du replatforming. On a fait du replatforming d'un site ou de 2 sites. Okay. Hmm. Le succès, c'est que tout le monde bouge. Sinon, on a encore développé en fait de la fragmentation d'une plateforme supplémentaire. Là, si on s'arrête là, c'est un fail total. On arrive à migrer le site image. Donc là, c'est vraiment le cœur du business. Donc c'est ça vraiment la mesure de succès. Mais on le fait 6 mois après. Et on le fait 6 mois après. Je dirais que sur les 6 mois, il y a un mois et demi de retard sur ce que j'appelle plus le projet au sens technique, design, etc., des trucs qu'on n'avait pas vus, etc. Et 4 mois et demi, c'est vraiment la gestion du plan de migration et de rollout en lien avec le sujet SEO et le sujet trafic. Parce que là, on est sur des trucs ultra sensibles. Il y a 400 millions de dollars, dont 200 qui dépendent de SEO et direct traffic. Et là, on fait le rollout page par page. On est sur des trucs où on est un des premiers sites de cette taille qui fait du server-side rendering. Pour les spécialistes du SEO et de Google à l'époque, bon, Google aime conceptuellement, mais ne sait pas trop bien gérer le server-side rendering, même si c'est un des futurs qui maintenant est admis et qui savent bien faire. On travaille avec eux en direct. Il y a des trucs du type on veut de la performance, on veut de l'expérience utilisateur, mais ça impacte le SEO sur la partie lazy loading, etc. Donc, si on veut rentrer dans le détail SEO, en gros, c'est 4 mois de retard en lien avec des trucs qu'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas fait ou qu'on Hmm. améliore en A/B testing, etc. Sur le rollout. Euh, Ensuite, je vous avais dit au départ, bon, en gros là, après ça, on a fait 60% du travail slash du business. Il nous reste la partie entreprise, avec beaucoup moins de partie front, comme je vous l'ai dit, mais une partie back non négligeable. Et en fait, sur cette partie entreprise, on prend 1 à 2 ans de retard. Okay, donc sur 2 ans, c'est non négligeable. Hein. Hmm. Donc ça, c'est assez important. Et je peux expliquer, je peux rentrer dans les détails de pourquoi, mais
Évidemment, on communique au final, ça s'est fait, ça a réussi, etc. On a été beaucoup plus long que prévu. Euh, un des trucs sur lequel on a ultra communiqué au départ pour essayer de cristalliser le besoin, qui est le panier multi-objet. En fait, c'est un des derniers trucs qu'on délivre, parce que c'est ultra compliqué à faire, en tout cas avec l'historique qu'on avait. Et donc là, c'est toujours le retour d'expérience. C'est des fois, on veut donner des exemples hyper concrets pour que les gens comprennent vraiment. Et puis, des fois, on se trompe sur l'exemple qu'on prend, parce que là, le danger, c'est, bah oui, on a livré ça peut-être, allez, 8 mois après ce qu'on pensait, parce qu'on a vraiment décalé d'un point de vue euh, projet. Et du coup, au bout d'un moment, les gens se disent, ouais, là, l'expérience a changé, oui, le site va plus vite, oui, il y a des trucs, mais vous nous aviez dit que le panier multi-objet, c'était un des... Bon, ça, donc, c'est juste un partage d'expérience. Et ça, c'est un truc hyper important. C'est du positif et du non positif. Bah, tout le monde se dit, enfin, vous nous avez dit que on faisait ça aussi pour des raisons business, pour augmenter la croissance, l'EBITDA, etc. À court terme, on voit pas ou peu d'impact. En fait, bon, là, je l'ai mis dans les qu'est-ce qui a pas marché, mais en fait, c'est un gros succès aussi en lien avec le premier point, c'est que c'est une boîte qui a tellement été habituée à cracher de l'argent que on s'est à chaque fois arrêté. Parce que dès qu'on touche, il y a des moments de creux potentiel, et là, il n'y a pas de creux. Donc, je veux tempérer mon propos, mais c'est important dans une boîte qui était très, très, enfin, côté court terme, etc. Le temps long, c'est jamais évident. Okay, et d'un point de vue produit, uniquement expliquer, écoutez, faites-nous confiance, dans 3 mois, ça marchera. Parce qu'un truc que j'ai pas expliqué, mon rôle a changé au cours du projet. Je suis patron produit et design, mais j'ai la co-responsabilité du PNL B2C avec le patron du marketing. Donc c'est une boîte uniquement fonctionnelle et le CMO et moi-même, on gère le PNL à 350 millions sur le B2C. Okay, et un petit détail pour Shutterstock, on était dans, je pense, on avait 9 monnaies supportées, 25 pays, 25 langues, avec d'ailleurs quelqu'un qui est assez exceptionnel, qui est très connu dans l'industrie sur la partie localization, et pas uniquement traduction. Et là, petite anecdote, on fait un rollout et moi je rentre en Europe pour prendre des vacances. Ça faisait 2 semaines qu'on a fait une grosse étape de rollout et je me rends compte que pendant 2 semaines, on a été, y compris en Europe, sur le nouveau site, uniquement en dollars. Et on n'a pas vu d'impact de chiffres. Okay, donc il faut bien comprendre, c'est qu'à la fois c'est un petit exemple, mais on est obsédé par les chiffres. On les regarde quasiment à la minute. On a des équipes dans 15 pays dans le monde, y compris en Europe. Mais les équipes, elles sont beaucoup plus customer support, et notamment sur la partie B2B. Et les gens, en fait, ils remontent pas forcément les infos, ou alors ils n'ont pas regardé parce que c'est le B2C. Okay, et le B2C, c'est que du self-serve. Nous, on a tout testé en interne, et tout est correct. On a testé avec les VPN, on a des URL spécifiques, etc. Ah oui, mais en fait, comme on a changé de plateforme, on a fait une erreur. Et donc, tout ce qu'on a testé, c'est pas la réalité du client final. Et ça, je le découvre littéralement perso quand j'arrive en Europe. Okay, Hmm. petit détail, mais c'est, je pense, assez Peut-être important. justement pour directement rebondir par rapport à ça, parce qu'il y a une question de Nicolas sur le sujet. Pour anticiper ces différents cas de figure, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait des A/B tests ou des ramp-up sur les déploiements? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On fait beaucoup, beaucoup d'A/B tests. On a changé d'ailleurs. On avait, euh, on avait des A/B tests en front avec Optimizely. On a viré Optimizely pour des raisons de performance à l'époque, parce qu'on est vraiment. Je vous ai donné le contexte sur la partie SEO et les 200-250 millisecondes que nous font perdre la partie JavaScript d'Optimizely dans le front, elle n'est pas acceptable. Et donc on Hmm. développe, on utilise des outils open source avec du coup de l'A/B test plutôt en back, euh, avec nous qui gérons le front, mais sans injection de code spécifique. Donc oui, tout est A/B testé, grosse culture d'A/B test.
même si on a changé la plateforme d'A/B test. Et tout est rollout avec LaunchDarkly. On est un gros utilisateur de LaunchDarkly à l'époque. Les PM utilisent LaunchDarkly eux-mêmes, font le ramp-up avec les devs. Donc ça marche bien. Hmm. Ok, ok, super clair. Et il y a une autre question, alors qui n'est pas directement liée à ce que tu viens de dire, mais je pense qu'elle est quand même intéressante. Une question de Régis. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Shutterstock, c'est une entreprise qui crache du cash. Donc, c'est un contexte particulier. C'est pas le contexte de toutes les entreprises. Parfois, Bien sûr. effectivement, on fait des replatfos, mais on est ric-rac d'un point de vue budgétaire. Justement, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils, des recommandations à donner quand quand on est très limité d'un point de vue budgétaire? Est-ce que ça change des choses, voilà, sur cette logique de replatform? Alors, je vais répondre de manière un peu contradictoire. Premier, pour vous provoquer un peu, j'ai dit on crache du cash. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de contraintes. Hmm. Euh, on est là pour augmenter la marge d'EBITDA de 10 à 20%. On est public. Tous les 6 mois, on essaie de réduire la taille des équipes au global. Euh, alors, la grosse différence, c'est que le revenu par employé est énorme. Hein, 1000 personnes, 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, Ouais. cette partie fait rêver. Mais la contrainte, elle est énorme. On est géré. Moi, je pense que j'ai fait plus alors, moins en produit tech, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait autant de restructuration chez Shutterstock en croissance avec de l'argent que dans des boîtes Hmm. qui en faisaient pas. Donc ça, c'est juste pour donner un peu le contexte. Mais oui, on est plus gros, etc. Mais je pense que la taille des équipes produits et tech sur la durée du projet est réduite de 10%. Alors qu'on augmente le chiffre d'affaires sur 2 ans de 20%, juste pour vous donner une idée. Alors après, sur la partie, quand on a moins de moyens, c'est toujours pareil, c'est une logique de contrainte. Il y a encore une fois, petite provocation, mais j'y crois profondément. Des fois, c'est qu'avec la contrainte, qu'elle soit externe ou interne, qu'on arrive à faire plus de choses et à révéler qu'en fait, on peut toujours faire plus avec moins. Okay, ça c'est hyper important. Et en fait, comment on fait plus avec moins? C'est pas qu'on fait plus avec moins, c'est que plus on a de focus sur les objectifs dans les équipes, plus on a d'alignement, plus on est clair sur quoi on se concentre, plus on avance vite. Et donc là, le sujet, c'est comment enlever le bruit, toujours, comment faire moins de choses, comment être beaucoup plus, je sais pas, laser focus. Et ça, c'est Hmm. un truc enfin, là, sans parler de mon expérience actuelle chez PayFit, euh, chez PayFit, on s'est reconcentré sur des essentiels, on a focalisé les équipes et dans une phase où on n'est pas profitable comme Shutterstock, on est capable de faire des changements, d'augmenter la vélocité en se focalisant plus. Et ça, c'est le boulot du produit, en fait, de prioriser. C'est quoi une des compétences Hmm. fondamentales du produit? C'est être capable de toujours prioriser, quel que soit l'environnement, et de garder un bon équilibre entre le court terme et dans la, on va dire dans le langage PM, de faire ses sprints, de tenir le delivery, etc. Et aussi d'avoir toujours cette partie du cerveau qui est sur le moyen long terme pour faire des changements plus profonds. Et ce jonglage entre le court et le moyen terme, ou le court et le long terme, il n'y a pas de recette magique. L'expérience aide, mais c'est une tension permanente, quel que soit votre niveau d'expérience, quel que soit votre niveau en produit. C'est un truc qui disparaît jamais. Hein. Je ne sais pas si je vous rassure pas, mais c'est la formule magique qui ne se trouve jamais d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai bien Hmm. répondu à la question de Bah ouais, Régis. bah, je pense, N'hésite pas. Régis, n'hésite pas à réagir dans le chat si c'est OK. Et bah, tiens, j'en profite là encore de te poser une question peut-être de Janani. Tant qu'on est sur les questions, avant de finir la presse, voilà, sur quelle source de revenus de la boîte en termes d'activité côté Shutterstock, Shutterstock a pu s'appuyer pour envisager ce projet de replatforming progressif. Je ne suis pas sûr de comprendre en termes Ouais, d'activation. bon, ouais, je pense que la question c'est effectivement d'où vous avez tiré le financement pour bah, financer quand même Enfin, euh, ouais, je là pense pour le coup, l'activité, voilà. ce que j'ai dit, c'est une boîte qui est profitable.
Donc, c'est Hmm. c'est le CAPEX et les OPEX de la boîte. Mais encore une fois, on est là pour augmenter la marge d'EBITDA. Donc, Ouais, ouais. il faut à la fois qu'on fasse la transfo tout en montrant que le revenu augmente plus vite que les coûts. Et d'un point de vue business, un des objectifs que j'ai peut-être pas dit assez clairement, mais c'est on est capable de maintenir le système et d'innover beaucoup plus rapidement. Quand au bout d'un moment, on a des trucs custom sur 15 sites différents avec de l'infra non optimisé ou des choses qui ne se font pas, on se dit, bah oui, on sera capable de faire plus de choses avec moins d'ingénieurs et de product managers et de designers à ISO coût. Hmm. Ça, c'est la vision business. Côté produit et tech, en fait, ça sera beaucoup plus intéressant parce que quand on fera un truc, ça aura beaucoup plus d'impact, ça sera rollout sur beaucoup plus d'utilisateurs et du coup, on ira plus vite. Et le truc, on a vraiment réussi. Si vous regardez aujourd'hui shutterstock.com, je vous encourage, il y a eu évidemment des changements, des évolutions, mais c'est 100% ce qu'on a fait, front, design system. Tout est en composants partagés. Donc, il n'y a absolument plus rien de custom Hmm. entre les sites images, etc. C'est vraiment 100% de l'unitaire de design system. Hein. Les devs s'amusent pas. Enfin, il y a un process évidemment pour dire j'ai besoin de customiser et du coup de contribuer au design system. Mais tout est commun. Demain, pour moi, je dis toujours, vous avez peut-être cette expérience-là. Un des trucs classiques, c'est imaginez-vous à penser que vous avez en tant que produit ou designer à conduire un changement de marque de la boîte dans laquelle vous travaillez. Le test, c'est ça vous prend combien de temps? Bon, je l'ai Hmm. fait chez Yale Street sans changer la marque en tant que telle, mais en changeant vraiment pour le coup la charte graphique, etc. Et on n'était pas en design system et on n'avait qu'un site. Bah, ça nous a pris 6 mois. Ouais. Shutterstock, ils peuvent le faire en 3 semaines. Parce qu'il y a cette base. C'est pas juste Hmm. magique. Sans cette base, c'est pas possible. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Bah, très clair, Sylvain. Peut-être je te laisse effectivement continuer Ouais, j'ai juste sur les je crois différents que c'est le enseignements. dernier slide. Exact. Ouais, après, Euh, t'as encore un slide qui arrive derrière. voilà, c'est tout. Pour complémenter ce que j'ai dit, je me dis que j'allais quand même vous cacher quelques informations, mais les révéler plus tard. Bon, un truc que j'ai pas dit d'un point de vue humain, euh, une transfo avec. Et je sais que c'est pas facile à imaginer, hein, parce qu'on est plus sur des boîtes peut-être en croissance qui historiquement ont levé de l'argent, en perdent et recherchent la profitabilité. Et je me suis dit justement que c'était intéressant aussi de partager avec vous. C'est une boîte qui fait beaucoup d'argent, mais qui a une pression énorme. Euh, donc tension entre bureaux. Il y a un historique d'ailleurs, puisque en gros on a 4 gros bureaux en tech, au-delà de New York, le siège. On a Montréal A, c'est l'acquisition. Donc, côté New York, c'est A, c'est l'acquisition. Ils n'ont jamais vraiment été intégrés. Denver A, c'est eux qui ont conduit le précédent effort de replatforming. Ils ont échoué, ils sont pas très bons. Donc, il y a toujours ces trucs-là. Et Dublin, c'est les nouveaux enfants terribles. Ils travaillent sur les sujets cool, y compris sur la partie computer vision, AI, etc. à l'époque. Et comment on intègre ça. Et en fait, et là, il y a eu des tensions assez énormes de l'histoire, y compris qui s'est révélé. Et au bout d'un moment, on dit, on garde, on explose un peu certaines équipes. Et à des moments, on dit tout le monde dans la même pièce, on fait voler tout le monde à un endroit pour une semaine, on fait des échanges, etc. Et puis au final, on arrive à réduire les tensions et à partager, etc. Euh, beaucoup de choses. Après, côté management, il y a un rôle aussi. Le fait que je parle français et que je sois, entre guillemets, le big boss de New York avec une pression forte, mais étant français, ça aide la culturation avec Montréal. Il y a plein de sujets, ok. Mais ce Hmm. que je ne veux pas vous cacher, c'est beaucoup, beaucoup de tensions et beaucoup de Ouais. travail humain là-dessus. Le deuxième point lié à ça, c'est la migration, c'est épuisant. Alors, Shutterstock est une boîte qui historiquement a un turnover d'employés important. Et puis, enfin, faut pas être, des fois, faut toujours recontextualiser ça. Je dis toujours, est-ce que vous connaissez le taux de turnover annuel chez Google en Silicon Valley? Est-ce que vous avez une idée? Je ne saurais pas te dire en tout cas.
bon, je n'ai pas les derniers chiffres, mais en gros, c'est à peu près 20%. Ok. Ok. Euh, c'est une belle boîte, qui paye bien, où on peut se cacher pendant assez longtemps. Il y a plein de 20% Ouais. de taux de churn. Bon, là, on fait 40% de taux de churn sur l'ingénierie en 2 ans et demi. Donc Hmm. c'est à la fois un peu dans la norme, mais c'est un peu au-dessus. Hmm. Euh, Ça veut dire qu'on est dans une logique où sur la nouvelle plateforme, on surdocumente, etc. Mais ça nous aide aussi, quelque part, sur la partie acculturation, monorepo, etc. Donc il y a toujours du pour et du contre sur chaque point de contexte, mais euh, c'est fatigant une migration. Euh, Hmm. Moi, je suis parti au bout de 2 ans et demi, j'en pouvais plus. On est épuisé. On a réussi, mais on est épuisé. Donc ça, c'est Hmm. aussi, je pense, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, un message important. Et le dernier point dont j'ai un peu parlé, c'est-à-dire qu'en fait, on l'avait un peu en tête. Et moi, je suis arrivé en tant que GM avec toute la responsabilité, hein. J'avais toutes les fonctions vidéo et musique. J'étais entre guillemets une boîte dans la boîte, totalement indépendant. Mais on se dit, bah, c'est le replatforming. Et là, on bouge. Il y a d'autres GM, mais qui n'ont pas du tout les responsabilités cross-fonctionnelles. Et là, on bouge en total fonctionnel. Hmm. Produit design, marketing, etc. Et sales a la responsabilité revenu du B2B et le B2C, c'est marketing plus produit. Ce qui est assez intéressant Hmm. parce que je pense que dans des boîtes qui sont dans des transitions ou des réflexions entre sales-led et product-led, euh, les transitions, c'est jamais facile, mais nous, on est en gestion, on est à la fois du fonctionnel et on gère le PNL, quoi. Le Hmm. CEO, quand il y a un problème de revenu, il vient voir le CMO et moi-même, quoi. Hmm. Voilà. Ok. Voilà Ok. pour le partage. Je sais pas si c'était utile. Et puis si Et vous avez des du questions, n'hésitez pas. Ouais, non, trop bien, merci beaucoup. Et du coup, de bout en bout, le Replatfo, c'est quoi? C'est 2,5 années, c'est ça? Ça, Ou... je dirais que ouais, c'est 2 ans et demi, quasiment 3 ans, parce que ça continue. Il y a une partie où j'ai mis en place, mais j'ai pas vu. C'est pas moi qui ai vu l'outcome sur la partie entreprise. Donc ça s'est fini un peu après. Je dirais 3 ans Hmm. au total. Vraiment 1 an et demi, 2 ans sur la partie B2C, Ouais. avec les premiers milestones au bout de 12 mois et 3 ans au total. Et qu'est-ce que tu retiens dans ces 3 ans de plus challenging au final? La gestion du temps. C'est Ok. ultra épuisant. Ça met toujours plus Hmm. longtemps qu'on ne le pense. Il y a toujours plein d'obstacles qui font que même quand tu as l'expérience, même quand tu as eu des échecs avant, que c'est plus long. Hmm. Et surtout, c'est pas, dans le temps long, c'est comment tu arrives à mettre beaucoup d'énergie pour y arriver. Et au Hmm. bout d'un moment, l'énergie, tout le monde n'en a pas tout le temps. Et du coup, ça, c'est un apprentissage aussi de comment se distribuer les responsabilités à tour de rôle de porter l'énergie. Parce qu'en fait, c'est très très dur de tenir même au rythme où on était 12 mois. Et donc, Hmm. il y a des hauts et des bas. Et moi, j'ai perso beaucoup d'énergie, mais il y a des fois, t'as des coups Ouais. de Coup de mou mou. et comment tu discutes pour, bah voilà, là, on va trouver un peu une nouvelle méthode de communication. Là, c'est toi qui vas porter ce message-là. Parce enfin, je pense que dans des phases comme ça, euh, la logique d'émulation et d'énergie collective, la spirale positive peut se retourner en spirale négative assez vite. Hmm. Il faut éviter les effets spirales, ou en tout cas les porter vers le haut. Donc voilà, c'est un peu ça Hmm. l'apprentissage. Ok. On a encore quelques questions là dans le module questions que je vais prendre. En attendant, on va juste vous envoyer un questionnaire de feedback dans le chat, donc n'hésitez pas à nous donner vos différents feedbacks. Ça nous aide toujours à améliorer ces instances du bourbier. Alors, il y a une question intéressante de Rabi. Effectivement, vu que l'entreprise est publique, dans quelle mesure vous avez dû voilà, vendre ce projet de Replatfo voilà, je sais pas, shareholders, parties prenantes, etc. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est la première fois que j'en parle dans ce détail-là, pour être honnête. Hmm. C'est un truc dont on parle pas du fait que ça soit public dans les 2, 3 ans après. Hmm. Deux, au départ, on n'en parle pas trop, mais il y a la question des investisseurs sur le rythme de la croissance. Qu'est-ce que vous avez fait de vos acquisitions? C'est quoi l'évolution du mix produit, etc.
Et donc, je dirais que les 6, 9 premiers mois, on n'en parle pas trop. Euh, Mhm. et après, on commence à en parler parce que on est sur l'arrivée où bah maintenant, oui, oui, on a gagné 9 mois, mais les attentes sont fortes, y compris Mhm. sur l'exposition investisseur. Donc, bah, pour ceux qui sont familiers avec les boîtes cotées, bah oui, on se tape des rapports, des relectures des 10Q, les aides aux Mhm. questions aux investisseurs, etc. Mais ça fait partie du job. Ouais, Euh, ok. Donc, ce qui voilà. change là par rapport à la question de Rabi sur ta façon de mener le replatforming, c'est quoi? T'as peut-être un peu plus de pression, un peu plus de compte rendu à faire, c'est ça? Bah, oui, dans les boîtes publiques, il y a plus de compte rendu, etc. Mhm. Sur la pression, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il y ait de différence fondamentale de niveau de pression sur une Ouais. boîte publique ou Ok. privée, Ouais. ou une boîte qui marche très bien, soi-disant, et une Mhm. boîte qui gagne pas de l'argent. La pression est différente. Mhm. Ouais. J'en avais pas moins parce qu'on gagnait de l'argent. J'en avais peut-être pas plus que si on était une boîte qui faisait moins 15% et qui devenait profitable. Elle est juste différente. Mhm. C'est vrai que la seule différence quand même, c'est la pression du court terme. Donc, tous les 3 mois, il y a un earnings call euh, et, euh, et donc il y a des milestones assez importants, quoi. Ok, ok, intéressant. Il y a une autre question de Nicolas, donc justement sur la migration. Donc on a parlé un petit peu du front et des impacts que ça pouvait avoir sur le front. Est-ce que ça Ouais. a eu aussi d'autres impacts voilà, ailleurs dans le système IT, je sais pas, sur sourcing d'images, sur l'analyse automatique de contenu, voilà, sur tout le reste. Ouais. Alors, je sépare, il y a beaucoup d'éléments de back-end. Exemple, bah, panier, paiement, etc. C'est beaucoup de back, hein, c'est pas que du front. Mais Mhm. je le sépare totalement de la partie, par exemple, sourcing d'images. Oui, on a changé des choses. Et oui, j'ai oublié, dans le premier schéma, si vous vous rappelez, tout à gauche, il y avait Shutterstock Contributeur, qui est l'autre partie de la place de marché, qui est le sourcing, avec ce qu'on appelle des contributeurs, qui était aussi sur un site différent et qui est dans le replatforming. Mais la façon dont on source les images en tant que telles, ou le contenu, fondamentalement ne change pas. Et sur l'analyse du contenu, c'est pareil. Là, pour le coup, c'est les quelques équipes qui sont relativement isolées et sur tout ce qui est computer vision, sur tout ce qui est tagging, etc., ingestion. Oui, il y a des transformations, mais transformation du pipeline, d'ingestion, etc. On fait beaucoup sur la partie search. Donc sur la partie search et recommendation, ça c'est peut-être plus intéressant. C'est à la fois du front, mais le front c'est très très peu. C'est plus justement comment on fait évoluer les algos, le ranking, comment on fait de la recommandation euh, multi, euh, multi-objets. Donc là, j'ai des équipes assez, assez fortes, spécialisées sur ces sujets-là. Mais je dirais que c'est assez isolable de ce dont je vous ai parlé. Ok, ok. Et peut-être deux questions pour finir ce bourbier, Sylvain, qui était ultra intéressant. Merci beaucoup. La première, j'aime bien poser cette question, mais est-ce que aujourd'hui, il y a des trucs que tu ferais foncièrement différemment si tu te reprojetais voilà, au début de cette expérience de Replatfo? Et la deuxième question, pour ceux qui nous écoutent et du coup qui sont intéressés hein, par ce sujet du replatforming, est-ce que tu aurais voilà, des conseils à leur donner si demain ils s'engagent bah, sur ce lourd process qui est le replatforming? Ouais, après, chaque contexte est différent, mais un truc que je referais, mais différemment, euh, en fait, bon, dans toutes les boîtes, on a des contraintes, etc. Euh, on a créé évidemment des moments, c'était pré-Covid, hein, les gens venaient au bureau, il y avait des échanges entre bureaux, etc. On a fait des kick-offs, etc. Mais en fait, ce que je ferais différemment, c'est, et encore une fois, dans un contexte un peu distribué, mettre tous les gens au même endroit qui comptent pendant une période longue, 1 mois, 2 mois, etc. Et oui, c'est pas facile à organiser, etc. Mais la valeur est tellement énorme au début du projet qu'on l'a fait un petit peu, mais pas du tout assez. Ça, je le Hmm. ferai différemment.
Le deuxième sujet, c'est vraiment sur la partie communication. Je pense qu'on avait, bah, enfin, communication, c'est un truc hyper compliqué. Ça dépend toujours du feedback, du contexte, etc. Mais sur tout ce qu'on a fait, la vidéo, je l'aurais fait plus tôt. Ça a eu un impact énorme euh, sur, euh, sur, euh, sur les buy-in internes hors produit tech. Et on l'a fait un peu. Euh, on a décidé de le faire, mais en fait, on s'est dit, on a été un peu acculé à le faire aussi. Et on aurait pu faire le lead. Et du coup, ça, je l'ai utilisé chez Illustrate. On a fait une vidéo un peu ce que j'appelle vision vidéo. Elle est d'ailleurs sur YouTube, je peux peut-être envoyer le lien. Ça a parlé à l'interne, ça a parlé à l'externe, ça a parlé aux investisseurs. Et en fait, de temps en temps, de prendre le temps. Hmm. C'est un investissement non négligeable, mais en gros, c'est 4-5 designers. Bon, on avait en plus des compétences de montage interne, donc ça, c'était cool. Mais pendant 2 mois. Et en fait, on se dit toujours, ouais, mais est-ce que je vais prendre du temps là-dessus? En fait, c'était absolument ultra, ultra utile. Donc voilà, Hmm. deux, trois tips comme ça peut-être. Ok, ok, ultra clair. Et du coup, les conseils que tu donnerais, du coup, c'est des conseils effectivement similaires par rapport à ton rétexte là. Donc, c'est de la communication, la gestion des people avec la colocalisation. C'est des conseils que tu pourrais donner effectivement pour des personnes Ouais. qui se lanceraient sur du Replateau, ouais. Et puis après, dans le détail, toujours la partie rien ne remplace le focus, focus, focus. Même au départ, tu essaies toujours de faire trop. Et donc, Hmm, de dire, c'est pas comment est-ce que, là, dans ce cadre-là, c'est pas comment est-ce que je peux montrer la valeur le plus vite possible. Parce que faut hmm, pas être obsédé par le temps court. Mais bah, un peu l'exemple que j'ai donné, qui est peut-être anecdotique, mais d'avoir ancré beaucoup trop la com sur le panier multi-objet nous a coûté un peu cher, mais c'est peut-être parce qu'on hmm, n'avait pas assez réfléchi aux dépendances et à la structure. Donc, bon, d'un point de vue produit, réfléchir je dirais, ranking des features, désolé de parler un peu anglais maintenant, aux dépendances et aux coûts versus au ROI, bah, c'est un sujet sur lequel il y a toujours des apprentissages et des retours d'expérience. hmm. Trop bien, passionnant. Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là pour ce bourbier. Sylvain, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin? Bon, n'importe quoi pour clôturer ce bourbier ensemble. Bah ouais, enfin, je pense que c'est difficile de faire du produit, et en même temps, c'est ce qui est passionnant. Euh, le produit, je parle pas du product management, le produit est au cœur de plein plein de choses. Euh, comprendre la relation produit-business, c'est essentiel pour être, à mon avis, un bon product manager ou un bon leader produit. Les choses mettent toujours un peu plus de temps qu'on ne pense et c'est pas grave. C'est comment est-ce qu'on est capable de toujours garder le sentiment côté équipe qu'on est focalisé sur un objectif, qu'on apprend. Parce que en fait, dans ces phases comme ça, hyper dures, les gens se disent toujours après, même s'ils sont des fois épuisés, putain, qu'est-ce qu'on a appris? Et en fait, Hmm, ça, c'est hyper utile. Donc, hmm, et le lien avec comment apprendre le plus vite possible pour donner de la valeur aux utilisateurs, pour faire les bons choix et les bonnes décisions. Moi, je suis très axé sur l'apprentissage continu et le plus rapide possible, parce que je pense que c'est un truc qui unifie l'objectif externe, servir les clients, et l'objectif de développement personnel. hmm. Donc, courage à tous ceux qui font du replatforming. En fait, on en fait tous. En fait, on en fait tous à différents niveaux, sans le Oui. savoir. Des fois, c'est un peu plus officiel que d'autres. C'est clair, c'est clair. Bah, merci beaucoup Sylvain, tu as beaucoup de félicitations dans le chat. Donc merci pour ta disponibilité, c'était vraiment passionnant. Et puis encore merci à tous ceux qui se connectent Ouais. régulièrement pour le bourbier. Voilà, on espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a vraiment passionné. Merci à tous et puis Merci à bah, tous. très bon après-midi. Merci encore Sylvain. Bye bye. Bye.